Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden et aujourd'hui on va continuer sur les théories du complot avec le chapitre premier, parce que le précédent était l'introduction, sur le contexte mondial, anxiété sociale et culture du soupçon. Avant toute analyse, il importe de caractériser le contexte dans lequel les théories du complot circulent désormais à grande vitesse et touchent des publics extrêmement différents. Ce contexte est celui d'une mondialisation qui est perçue comme immaîtrisable et de grosses menaces et source d'anxiété. La méfiance et la suspicion à l'égard des autorités traditionnelles et des vérités officielles s'expriment massivement sur les réseaux sociaux. À l'incertitude s'ajoute le désarroi et la peur, en particulier dans les périodes d'épidémie qui réactivent l'imaginaire de l'ennemi invisible incarné par le virus, comme par les forces occultes accusées de l'avoir créé et propagé, et qu'il métaphorise le virus juif. Par exemple. Certains observateurs en ont conclu que nous serions entrés dans l'âge de l'anxiété. D'où une forte demande d'explications rassurantes, dont l'effet est une expansion du champ de la crédulité. En témoigne la propagation sur Internet d'informations fausses, mensongères ou biaisées, les fake news ou infox en français, laissant penser que les sociétés contemporaines auraient basculé vers l'ère de la post-vérité, qu'on peut décrire comme le règne d'un hyper-relativisme cognitif sous lequel les appels à l'émotion et l'expression des croyances personnelles, aussi fantaisistes soient-elles, exercent une influence plus grande que la référence aux faits objectifs, ou à la vérité objective. Une forme de... Enfin, voilà. La notion de je suis très attaché à la notion de vérité objective, tout simplement. Enfin bref. Voilà. La pesanteur, par exemple. C'est une vérité objective. Enfin bref. C'est dans l'espace urbain tel qu'au milieu du XIXe siècle, Baudelaire l'imagine que surgit le couple formé par le conspirateur et le détective voué à le débusquer. Traitant en 1938 du type de flâneur chez le poète, Walter Benjamin y voit poindre la figure du conspirateur et celle du détective dont le flair criminologique s'éveille et s'affine dans les grandes villes. En ces temps de terreur où chacun tient par quelque chose du conspirateur, chacun peut également se trouver conduit à jouer au détective. Au XXIe siècle, habitant la communauté virtuelle sans frontières, le type hybride de conspirateur-détective est dans son élément. La vérité est ailleurs, on nous cache la vérité, on nous ment. Ces formules figées sont devenues le lieu commun des discours complotistes contemporains. Elles expriment un sentiment complotiste diffus qui s'est installé dans l'opinion et ne cesse de se propager. Serions-nous entrés dans l'âge d'or des théories du complot ? Les croyances et les récits complotistes prolifèrent dans la culture populaire mondialisée qui s'est constituée sur Internet depuis les années 90. Il ne s'agit pas là d'un fait anecdotique qui serait par exemple réductible à une mode culturelle passagère, illustré par le succès mondial de la série télévisée X-Files, lancée en 1993, ou celui du roman Dan Brown, du Da Vinci Code, publié en 2003, précédé par Ange et Démons en 2000 du même romancier. Nombre d'éléments, dont la référence à un imaginaire pioré de Sion, ont été empruntés par Dan Brown au best-seller The Holy Blood and the Holy Grail en 1982, traduit en français sous le titre L'énigme sacrée, publié en 1983. Le terrain avait été préparé depuis longtemps par la série télévisée Les Envahisseurs, lancée en 1967, et le film Les 3 jours du Condor, suivi par de nombreux autres films à thématique complotiste tels que Les Hommes du Président, La théorie des dominos, JFK, L'affaire Pélican, Complot, Lara Croft, Tomb Raider, etc. Quant au film documentaire de Dylan Avery, Loose Change, sorti dans une première version en avril 2005, suivi de 3 autres jusqu'en 2009, et vraisemblablement le film le plus vu de l'histoire de l'Internet, il a fortement contribué à diffuser les explications complotistes des attentats du 11 septembre, attribué à un complot interne au gouvernement américain. Hashtag état profond. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être lancer un petit tacle à Taguieff, que bon, à un moment donné, c'est bien mignon d'écrire sur le complotisme et d'avoir une érudition absolument dingue sur le sujet. Si c'est pour se vautrer, pour être dans le magazine de Michel Onfray, sur justement la théorie, sur la thématique de l'état profond, qui est une thématique hautement complotiste. Enfin bref. Il faut renoncer à ce qu'il est convenu d'appeler la rumeur de Roswell, au Mexique, lancée par le 11 juillet 1947, lorsqu'il fut publié l'annonce douteuse de la découverte des débris d'une soucoupe volante, à partir de laquelle va se développer une proliférante littérature ufologique de facteurs conspirationnistes qui passe à l'extrême droite au cours des années 70 et 80. Cette littérature, avant d'être politisée, relevait du goût pour le merveilleux, le fantastique ou la science-fiction, et réactualisait les vieilles doctrines théosophiques des envahisseurs extraterrestres, mettant en cause le gouvernement fédéral
américains ou en partie, l'armée, certains cercles du FBI et de la CIA ou en tout ou une partie. Enfin bref. C'est sur cette base que s'est élaborée la thèse du complot du gouvernement secret américain, comprenant la CIA et une partie de l'armée, complot visant à dissimuler de prétendus accords secrets passés avec les extraterrestres prédateurs mais plus avancés que les humains en matière de technologie, ce qui expliquerait le succès des États-Unis dans le domaine technoscientifique. La division des thèmes de l'ufologie conspirationniste dans la culture populaire mondialisée dans les années 90 et 2000 s'est opérée notamment dans la série télévisée X-Files, mêlant le complot extraterrestre et le complot gouvernemental à l'américaine. Le thème « La vérité est ailleurs » s'est ajouté au poncif que l'on nous cache, hérité de la vieille rhétorique complotiste. Les amateurs passionnés de la face cachée de tel ou tel événement à la fois saisissant et dérangeant se sont multipliés. Et l'offre a suivi la demande, surtout sur Internet, où les réseaux sociaux font circuler des rumeurs complotistes à propos de tout événement perturbateur dont l'interprétation fait l'objet de controverses. Le héros du film tiré de la série X-Files, l'agent Fox Mulder, définit parfaitement la vision conspirationniste qui inspire la fiction dans laquelle il joue son rôle. Je suis le personnage clé d'une machination gouvernementale, un complot destiné à cacher la vérité au sujet de l'existence des extraterrestres. Une conspiration mondiale dont les acteurs se trouvent au plus haut niveau du pouvoir et qui a des conséquences de la vie de chaque homme, femme et enfant de cette planète. Fin de citation. Un examen des sondages réalisés aux États-Unis au cours de la décennie 95-2005 montre qu'entre 50% et 80% des Américains interrogés croyaient, alors que le gouvernement fédéral tenterait de rentrer en contact avec des extraterrestres et qu'ils avaient caché la vérité aux citoyens sur ces contacts. Bon, en même temps, petit aparté, si le gouvernement américain arrêtait de prendre aussi les gens pour des cons, armes de destruction massive. Bon, à un moment donné, dans le processus, ça s'est vu que c'était des faux. Hein. Enfin, je crois même, il y a même, dans les preuves apportées, il y avait même un espèce de mémoire copié-collé même avec les fautes d'orthographe de l'étudiant, comme preuve apportée. Bon, à un moment donné, je veux bien la paranoïa, tout ça, effectivement, c'est vrai, mais bon, c'est ça qui est chiant dans le complotisme, c'est quand il y a peut-être quelques éléments qui font dire que peut-être là, il y a peut-être des raisons de douter, ou il y a peut-être un truc qui tourne pas rond. Enfin bref. Et non, ceux qui me disent dans les commentaires, oui, il y a deux trucs de piège, ouais, voilà, c'est voir des complots partout, il doit en voir nulle part. Excuse-moi, mais bon, quand même. Si c'est pour dire ce genre de conneries, j'effacerai ton com. Parce que réfléchis avant de commenter. Si le phénomène complotiste est observable dans la sphère culturelle, voire dans la sphère intellectuelle académique, en particulier dans le domaine des sciences sociales, il s'avère tout aussi présent dans les sphères politiques, où le recours aux croyances complotistes joue souvent le rôle d'un marqueur d'extrémisme. Certains spécialistes soutiennent la thèse que les théories du complot sont fondamentalement une forme de propagande politique et qu'elles sont intrinsèquement nocives. Je suis plutôt d'accord. Après, il faut s'entendre sur le complotisme, pour la définition. Enfin bref. Ils en déduisent qu'il faut en leur répondre dans le registre de l'argumentation politique. Que les sciences sociales soient tributaires de modèles conspirationnistes, le sociologue Raymond Bouton, critique rigoureux et de ce qu'il appelle le sociologisme, aurait été l'un des premiers universitaires à l'avoir compris et analysé. La vision sur laquelle repose le sociologisme est la suivante. L'individu est le jouet des structures et des institutions. La seule question intéressante et pertinente est celle de savoir à qui profitent ces structures et ces institutions. Et c'est là que Raymond Aron, c'était, je crois, un peu le meilleur ennemi de Bourdieu. Bon, c'est là que Taguieff, il a quand même un pattern assez conservateur, effectivement. C'est le fameux sophisme à qui profite le crime. Voilà, c'est un peu ça le sophisme qu'il met en avant. Mais bon, le structuralisme, à un moment donné, le déterminisme social, ça existe. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Certains répondent, la classe dominante, la bourgeoisie, les capitalistes, ou encore les hautes finances, la caste, le système. Le capitalisme, ça existe, et la bourgeoisie ont une existence objective, en fait, en tant que groupe social. Là où déjà le système ou la caste ou la haute finance, là déjà ça devient beaucoup plus ambigu si tu veux, déjà, de fait. D'autres répondent, les représentants du sexe dominant, les mâles des humains ou seulement les hommes hétérosexuels qui bénéficient du système patriarcal. D'autres répondent, les membres de la race dominante, les blancs, bénéficiaires du racisme systémique. Non seulement avec le sociologisme, les réponses sont toujours connues d'avance. Oui, mais elles sont vraies en même temps. mais l'on est conduit à utiliser le schéma explicatif familier que Popper appelle la théorie de la conspiration. Le postulat sociologiste qui fonde la sociologie critique et plus généralement les sciences sociales s'inspirant du marxisme est que les dominants conspirent contre les dominés. Là, il joue avec les mots quand même. D'une façon active ou d'une façon passive.
sauf qu'ils prennent clairement parti en faveur de ces derniers. Non, on appelle ça aussi la domination impersonnelle, mais bon. Il a oublié ses années situationnistes, mais j'ai envie de dire. Avec le sociologisme, la fonction critique prévaut sur la fonction cognitive et pousse à remplacer l'explication des phénomènes sociaux énigmatiques par une critique sociale à visée politique. L'objectif étant de contribuer à émanciper les dominés qui dérivent souvent vers des pseudo-explications complotistes. S'il te plaît, quand même. Prouve-nous que le patriarcat n'existe pas, Billy. Enfin bref. D'une façon générale, dès qu'il a pouvoir, on observe des complots réels ou des récits complotistes portant sur les complots fictifs. Il arrive en effet que les gouvernants organisent des complots et accusent leurs adversaires de fomenter des complots. D'une façon plus sophistiquée, les gouvernants complotent souvent pour faire croire à des complots inexistants afin de justifier leurs échecs ou leur impuissance, ainsi que l'élimination des opposants, traités en bouc émissaire. Il n'est pas de meilleure illustration que celle de pratique de Moscou, entre 1936 et 1938, dans lequel prévalaient les accusations de complot contre Staline et l'Union soviétique, d'espionnage et de trahison, qui sont vite soldées par des exécutions et des déportations massives. Alors, si je pourrais rajouter un petit truc aussi, le complot sioniste, il n'est pas né à l'extrême droite pour le coup, il est né plutôt avec les procès de Slansky. Ouais, et c'est des procès staliniens, donc d'extrême gauche. Donc après on pourrait me dire oui, mais les staliniens sont de droite, ce qui, oui, mais ça en dit beaucoup plus sur où tu te situes politiquement que la classification sur l'échiquier politique, si tu veux. Que toi tu considères les staliniens comme de droite, limite c'est un élément que je peux entendre, tu vois. Mais bon, dans l'échiquier politique, bon, ils sont plutôt les léninistes sont plutôt situés à l'extrême gauche, qu'on le veuille ou non, quoi, quelque part. Donc à mon avis, oui. Tout ça pour dire que le complot sioniste n'est pas une invention de l'extrême droite, c'est plutôt une invention qu'on doit encore aux staliniens. Bon, décidément, les staliniens, ils ont laissé que de la merde. Hein. Enfin, franchement, c'est plus je gratte sur leur gueule, plus j'ai envie de vomir. Enfin bref, c'est encore autre chose. Tout événement non prévu provoquant de la stupeur et de l'indignation, de l'angoisse ou de la terreur est susceptible d'être interprété comme le produit d'un complot organisé par tel ou tel service secret. La mort par overdose ou le suicide de Marilyn Monroe, les pandémies, le Covid-19, je me dis bien qu'il était récent le bouquin, la mort accidentelle de la princesse Diana dans la nuit du 30 au 31 août 1997, les attentats anti-américains du 11 septembre, le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, les émeutes urbaines en France du 7 octobre à la mi-novembre 2005, l'attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo. Les discours gouvernementaux ou majoritaires, comme les discours oppositionnels ou minoritaires, puisent les croyances complotistes nombre de leurs thèmes et de leurs arguments. Aujourd'hui comme hier, certes. Mais à l'entrée de l'âge de l'Internet, a consciemment affaibli la capacité de distinguer le vrai du faux, et ainsi facilité la propagation de bobards ou de fake news. Dans un contexte marqué par la banalisation de la rhétorique de la méfiance et du soupçon, en Europe comme dans les deux Amériques, toutes les formes contemporaines de démagogie se nourrissent désormais de théories du complot plus ou moins crédibles. Il convient donc de les soumettre à une analyse critique et d'en esquisser une généalogie sans prendre en considération leurs effets protéiformes dans la vie sociale et politique. Et fin du chapitre 1. Donc voilà, là on voit un petit peu quand même le pattern, je pense assez évident, réactionnaire de Taguieff, mais si jamais j'oublie de noter un passage ou de relever un passage un peu réac malgré la compétence du gars, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. N'hésitez pas si j'ai loupé tel ou tel point qui semble de la lecture, qui semble vraiment réactionnaire ou ambigu. Donc voilà, j'essaie de le faire pendant la lecture, mais effectivement entre l'enregistrement, la technique, enfin même si c'est assez minimal, il faut bien l'avouer, je suis pas à l'abri d'une erreur, donc soyez attentifs quand c'est Taguieff. Il peut, sur le conspirationnisme et l'antisémitisme, pour moi il est totalement audible, mais voilà, là vous avez pu voir des éruditations conservatrices, genre oui, le patriarcat, mettre à égalité la pensée marxiste et les délires conspirationnistes, à un moment donné, bon, s'il te plaît, mettre à égalité la lutte des classes et la terre creuse, si tu veux, bon, à un moment donné, bon, moi je veux bien, à un moment donné, c'est peut-être pas la même chose quand même. Quand même, faut... je vais mettre là, mais je sais pas moi, Marx et un espèce Idriss Aberkan ou Soral sur le même plan, à un moment donné, il faut se respecter. Il faut se respecter. À un moment donné, un minimum. Donc enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous.